Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir démarrer ce webinaire d'information qui a pour vocation de présenter une nouvelle formation qui est actuellement disponible pour inscription et qui ouvrira très prochainement. Il s'agit de la formation Intégrer le distanciel dans un module de formation. Formation produite par l'Université de Perpignan avec nos deux experts ici présents, Michael Canu et Morgane Almerge, qui prendront le temps de vous expliquer son contenu, les objectifs et les modalités de cette formation. Cette formation, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant et jusqu'au 30 mars prochain. Et elle se déroulera entre le 3 avril et le 1er mai. Donc du coup, elle s'étalera sur 4 semaines avec 20 heures de formation totalement asynchrone. Cette formation est au prix de 500 € et il vous est possible de pouvoir la payer directement en carte bleue en vous rendant sur le site dont on va vous transmettre dans la discussion un lien pour pouvoir vérifier et consulter le contenu. Cette formation, elle a été construite par l'Université de Perpignan, mais sachez qu'elle a une reconnaissance auprès de 19 autres universités françaises, donc une reconnaissance qui n'est pas négligeable. Je vais laisser du coup la parole à Morgane Almerge et Michael Canu pour pouvoir leur présenter l'ensemble du contenu et des objectifs de cette formation. Morgane, Michael. Bonjour Sony, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc oui, on va vous présenter le contenu de la formation, donc intégrer le distanciel dans un module de formation. Dans un premier temps, on va rapidement se présenter puisque nous sommes experts pédagogiques, c'est-à-dire que c'est mon collègue Mickaël et moi-même qui avons créé le contenu. Donc pour que vous sachiez un petit peu notre parcours, ou en tout cas que vous connaissiez nos métiers, on va prendre juste quelques secondes pour se présenter. Comme j'ai la parole, ne m'en veux pas Mickaël, j'embraye sur ma présentation, je te laisserai te présenter par la suite. Donc Sony nous a présenté, voilà, donc je suis Morgane, je suis ingénieure pédagogique. Et je travaille à l'Université de Perpignan. Et je travaille en tant qu'ingénieure pédagogique depuis 2013 à l'Université de Perpignan. Donc, environ voilà, plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement des enseignants-chercheurs, des enseignants parfois même du secondaire, et également tout ce qui est montage de formation. Mickaël, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Michael Canu, donc je suis conseiller pédagogique à l'Université de Perpignan aussi avec Morgane. Moi, j'ai une expérience de plus de 15 ans dans l'enseignement supérieur, que ce soit en école d'ingénieur ou aussi à l'université. Et je fais aussi de la recherche en pédagogie, avec Morgane aussi d'ailleurs. Maintenant qu'on s'est rapidement présenté, voilà pourquoi vous êtes ici, c'est pour avoir un petit peu plus d'informations sur la description justement de cette formation qu'on vous propose. Donc la formation, elle est à destination de formateurs et de concepteurs pédagogiques. Donc peu importe de quelle manière est-ce que vous formez, c'est vrai que nous, notre public habituel, ce sont des enseignants-chercheurs, mais la formation va s'adapter à des enseignants, que ce soit du secondaire ou du supérieur, à des formateurs, qu'ils soient voilà, formateurs particuliers ou dans des organismes de formation. En tout cas, dès que vous devez construire une formation et distribuer du contenu et apporter des compétences, cette formation pourra bien vous correspondre en tout cas. L'idée, c'est de vous apporter des compétences nécessaires pour intégrer efficacement des éléments de formation à distance dans une formation qui existerait déjà en présentiel. L'idée, c'est que si vous disposez d'une formation existante en présentiel et que vous souhaitiez y intégrer justement du distanciel, on va vous expliquer comment faire. Alors, sur cette formation, on a choisi des méthodes avec Mickaël qu'on a l'habitude d'utiliser lors de nos formations, de nos accompagnements, des méthodes qui sont choisies par nous, donc ce ne sont pas obligatoirement les méthodes qu'il va falloir utiliser, mais c'est voilà, un parti pris. On a l'habitude de travailler avec ces méthodologies-là. Ça fonctionne bien, en tout cas en interne pour nous à l'Université de Perpignan. Les enseignants s'en sortent bien. Elles sont facilement appréhendables. Donc voilà, on souhaiterait vous présenter ces méthodes-là. Focus hybridation, pourquoi est-ce qu'on a précisé ça? Les formations en tout distanciel existent, on en parle lors de cette formation, il existe aussi du présentiel enrichi, c'est tout un tas de termes qui seront présentés, mais nous, on a choisi dans cette formation de faire un focus sur l'hybridation qui va justement intégrer du présentiel et du distanciel.
Alors, pour qu'on puisse justement communiquer ces méthodologies et faciliter tout ce qui va être l'appropriation personnelle, hein, on est parti sur un cours fictif. L'idée n'était pas de vous faire travailler individuellement sur 4 semaines sur vos propres formations. Vous êtes tous de sensibilités différentes, de formations différentes, de domaines différents. Il est clairement pas possible de s'adapter à tous les participants sur chacune des formations. Donc l'idée pour que la formation puisse répondre au plus grand nombre, c'est de partir sur un cours fictif et de vous donner des méthodologies à appliquer sur justement ce cours qui vous sera proposé en termes de contenu et d'évaluation. Voilà globalement pour la description, on va dire, de la formation. Au niveau des objectifs, Michael, je te laisse embrayer. Oui, donc l'idée de la formation, c'est de comprendre les enjeux et les définitions de l'hybridation en formation. Alors évidemment, l'hybridation, on en a beaucoup parlé il y a 5 ans, hein, quand il y a eu le Covid, et puis aussi tous les cours qui sont en total distanciel. Donc là, c'est un peu l'idée. On va faire un focus, on y reviendra peut-être un peu après, plus précisément dans le plan, mais faire un focus sur certains aspects très importants de l'hybridation et puis les objectifs qu'on cherche en hybridant une formation. L'idée aussi, c'est de vous préparer à concevoir des activités, les préparer, des ressources adaptées pour le distanciel, en faisant attention évidemment à ce qu'on y met, à récupérer des images, à citer les auteurs. L'utilisation de l'IA aussi amène aussi certaines questions qu'on examinera assez rapidement, mais donc l'idée c'est de faire des cours à distance dans le respect du droit d'auteur, bien évidemment. On vous parlera aussi d'estimation des temps d'activité de formation à distance. On y reviendra, mais c'est évidemment très important. Alors nous, à l'université, on a des contraintes un peu particulières, mais même quand on est en formation, par exemple dans un CFA ou dans une autre structure privée, il faut quand même s'intéresser à quel est le temps que ça va prendre aux étudiants à assister aux cours, évidemment. En présentiel, c'est facile parce que c'est le même temps que l'enseignant. Mais quand on est à distance, il faut compter aussi tous les temps de lecture et puis les temps d'activité de travail personnel. Donc, on reviendra aussi pas mal là-dessus. Et puis aussi, évidemment, mettre en place des guidages efficaces pour les apprenants. Il ne s'agit pas de mettre des documents à distance et puis ensuite de laisser des apprenants comme ça. Il faut aussi prévoir comment est-ce qu'on va les accompagner à distance pour acquérir les compétences qu'on a visées dans la formation. Alors là, effectivement, Michael vient de détailler les objectifs très généraux de cette formation. On vous propose un focus encore un peu plus précis sur vraiment des objectifs pédagogiques, vraiment des choses un peu plus ciblées. On part du principe qu'à la fin de la formation, quand vous aurez suivi tout ce module, vous serez donc en mesure de penser à un parcours d'apprentissage hybride dans votre discipline, dans votre thématique, en tout cas de formation. Et donc, on est un peu plus ciblé. L'idée, ce sera d'être en mesure de citer les principaux usages, justement, de tout ce qui est ressources à distance, mais également les principales formes d'hybridation. Vous verrez, l'hybridation, c'est un grand terme et ça englobe pas mal de choses. Et on va faire ce focus-là et on va la définir. L'idée sera aussi d'être capable de pouvoir identifier les avantages et les inconvénients de chaque type, justement, de ressources, d'hybridation, et de choisir des ressources libres de droit, dans un premier temps. Par la suite, peut-être, Michael, si tu veux continuer. Oui, donc l'idée aussi, c'est si on part d'une formation qui est déjà en route, qui est en présentiel, c'est d'identifier des activités qui sont bien adaptées au distanciel, parce que toutes les activités ne se prêtent pas, bien évidemment, au passage à distance, malgré ce qu'on pourrait croire au premier abord. Donc, une fois qu'on a identifié ces activités-là, il va falloir les transformer, ces activités présentielles, pour les passer au distanciel. Et une part du travail qu'il y a à faire, j'en ai parlé juste avant, mais c'est donc d'estimer le temps des différentes activités d'apprentissage, c'est-à-dire le temps qu'on va passer à lire, le temps qu'on va passer à écrire, le temps qu'on va passer à regarder des vidéos, et donc de timer tout ça pour être sûr que ça rentre, par exemple, dans un volume de formation comme celui qu'on vous propose là de 20 heures, par exemple. Il faut faire tous ces calculs-là. L'idée aussi, c'est de vous permettre d'être capable de choisir un guidage adapté à un type d'activité et à un apprentissage donné, parce qu'évidemment, en fonction du type d'activité et de l'objectif d'apprentissage, on ne va pas mettre en œuvre les mêmes modalités d'accompagnement à distance. Alors, concernant le plan du cours, on va revenir un petit peu plus en détail. Donc, la première partie concerne le distanciel dans un cours. Donc,
l'apparition du distanciel, j'en ai parlé évidemment, il y a 5 ans, on a beaucoup parlé de l'enseignement à distance, mais évidemment ça date de plus longtemps que ça. Donc on va discuter un peu, enfin, on va vous présenter un peu, une chronologie, des grandes lignes, on va dire, du développement du distanciel, dans l'histoire, assez récente. Ensuite, les formes de distanciel, Morgane en a parlé. On va s'intéresser, par exemple, en faire un petit focus sur la classe inversée, que certains connaissent peut-être. Et puis, on va aussi s'intéresser aux enjeux de l'hybridation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on poursuit comme but en hybridant. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut se faciliter la tâche, par exemple, comme c'est le cas dans certaines structure pour donner de la souplesse, ou alors est-ce qu'on cherche vraiment à améliorer l'apprentissage des étudiants? Bah, c'est des enjeux, des objectifs qui sont pas forcément les mêmes et on va pas les traiter de la même manière. Si tu veux parler Ouais, des j'embraye. activités peut-être Ouais. du 2. Sur la deuxième semaine, effectivement, on va aborder tout ce qui va concerner donc, les activités et les ressources. Mickaël l'évoquait tout à l'heure lorsqu'on évoquait les objectifs pédagogiques. Toute ressource n'est pas bonne à passer à distance. Donc, il va falloir les identifier et ensuite faire tout un travail de transformation. Donc, lors de cette deuxième semaine, l'idée sera de vous présenter tout un panel de ressources libres de droit qui existent. Comment est-ce qu'on peut aller chercher des ressources libres? Parce qu'il y a peut-être des choses qui ont déjà été créées et qui sont disponibles, qui ont été créées par des formateurs, des enseignants. Donc, essayer d'aller s'outiller avec déjà des ressources existantes. Et bien sûr, être très vigilant sur de quelle manière est-ce que je cite, de quelle manière est-ce que je rends à César ce qui est à César. Mais en tout cas, voilà, on va parler de tout ce qui est ressources libres de droit. Quelles activités pour le distanciel? Ça sera sur cette semaine-là qu'on va vous proposer justement toutes ces méthodologies et tout ce contenu pour identifier dans une formation l'activité qui se prête le mieux à un passage à distance. Et enfin, de quelle manière est-ce qu'on transforme les activités présentielles en distanciel? Quelque chose que votre formation que vous avez à l'heure actuelle, en présentiel, une fois que vous avez identifié telles et telles activités à passer à distance, concrètement, on les prend pas juste telles quelles et on les dépose pas sur une plateforme. Il faut retravailler tout ça. Donc ça sera vraiment, la semaine numéro 2, la 2e partie de la formation. Dans une troisième partie, on abordera justement là les durées d'activité et le guidage, qui sont des aspects indispensables de l'hybridation et de toute façon, dès qu'on ajoute du distanciel dans une formation, on en parlait. Alors effectivement, Mickaël précisait que quand on est universitaire, on est soumis à certains critères, notamment sur les ECTS qui conditionnent beaucoup la durée du temps de travail. Mais il faut également s'en soucier lorsqu'il s'agit de formations tout autres, comme l'évoquait très rapidement Mickaël. Donc ça, on va en parler. On vous outillera un petit peu pour vous aider à estimer les durées des activités. Mais on parle bien sûr d'estimation, hein, ce n'est pas une science dure. On ne peut pas d'office savoir combien de temps ça prendra à l'apprenant de faire cette activité de lire, tout simplement parce que déjà, ils sont tous différents. Ils sont tous dans des contextes différents. Donc, on parle d'estimation, mais on peut déjà quand même avoir des fourchettes qui nous permettent de toute façon voilà, d'estimer le temps de formation. Donc, on abordera ça et on parlera du guidage parce qu'un apprenant qui est justement à distance à suivre une formation, ce qui sera probablement votre cas si vous suivez cette formation, a besoin quand même d'être guidé pour pas le laisser seul dans son apprentissage. Donc, voilà, on parlera de ce guidage-là. Et dans un quatrième point, c'est l'examen. Je vais, Mickaël, te laisser le Mmh. présenter rapidement si tu le souhaites. Donc on a voulu, vous proposer pour la 4e semaine une évaluation basée sur un vrai contexte, professionnel. C'est-à-dire on va vous mettre dans la position de quelqu'un qui a un cours déjà tout fait, donc on vous donnera une architecture de cours déjà toute faite en présentiel et puis ce sera à vous de, intégrer, on va dire, tous les enseignements, toutes les compétences que vous avez pu acquérir sur les 3 autres semaines pour essayer de modifier ces activités qui sont en présentiel ou ces évaluations et puis de justifier leur passage à distance, heu, en calculant les temps, en faisant, en concevant un guidage adapté. Donc voilà, ça vous met dans une situation vraiment, très, très concrète de, création de cours à distance à partir d'un cours existant en présentiel. Donc ça, ce sera, toute la 4e semaine et c'est l'examen certificatif, en même temps. Alors, il y a effectivement cet examen que vient de présenter rapidement Mickaël.
Et tout au long de la formation, il y a bien évidemment d'autres évaluations dites sommatives. Donc, des évaluations sommatives sont des évaluations qui sont notées, qui sont constitutives de la note et du coup de l'obtention de cette formation, de la certification. Donc, un petit récap rapide pour que vous puissiez aussi vous positionner. Alors, il y a une coquille sur le diaporama en termes de date. Ah non, je pense que c'est la même chose. Test. Alors, sur la semaine numéro 1, vous allez avoir un test. Quand on parle de test, on parle de quiz, en fait. Vous allez répondre à des questions. Le premier test vaut pour 10% de la note. Et en fait, il clôturera en même temps que le deuxième test. Ça sera sur la deuxième semaine. Donc, vous avez le test de la semaine 1 qui vaut pour 10%. Un deuxième test en semaine 2 qui vaut également pour 10%. Et les deux tests clôtureront donc le 17 avril. Donc, vous aurez 15 jours pour faire ces deux tests-là. En troisième semaine, on va vous proposer un premier cas pratique qui va vous mettre en condition vraiment, où vous allez pratiquer, comme l'expliquait Michael, sur une formation qu'on va vous donner. Déjà commencer à réfléchir à certains éléments qui pourraient peut-être être mis à distance. Donc, un premier cas pratique qui vaut pour 25% de la notation. Et là, la clôture se fera le 24 avril. Et enfin, l'examen de fin de formation dont parlait Michael, qui est également un cas pratique, mais de plus grosse envergure, qui va reprendre un petit peu tout ce qui aura été évoqué sur l'ensemble de la formation et qui, lui, vaut pour 55% de la notation et qui va clôturer, lui, à la fin des 4 semaines, là, le 1er mai. Il me semble avoir tout balayé. Est-ce que, Michael, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ou tout a été Oui, dit donc, selon toi? oui, non, sur la semaine 3 et la semaine 4, donc on est bien sur des cas pratiques parce qu'on fait du développement de compétences. On est bien là sur l'idée de développer des compétences et donc on ne peut pas penser le développement de compétences sans vous mettre dans des situations quasi professionnelles pour faire ce développement de compétences et pour les évaluer. Donc, il y a beaucoup on va dire, le poids des cas pratiques des deux est très important, mais c'est justement parce qu'on veut développer des compétences et pas juste des acquisitions de savoir ou de savoir-faire un peu décontextualisées. Tout à fait. Merci pour ce complément d'information. Sony, nous, on est bon. Si jamais il y a des questions, nous sommes à votre écoute. Alors, merci beaucoup, Michael et Morgane, pour cette présentation très claire et très synthétique. Sachez que tout au long de de la formation permettant d'acquérir cette micro-certification, un dispositif de tutorat sera présent, un dispositif visant à vous accompagner tout au long de votre formation afin que ces personnes auront pour mission de vous accompagner dans les méthodologies, dans votre travail au quotidien et pouvoir vous accompagner si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes, qu'ils soient de nature technique ou méthodologique. Ils seront là pour vous aider et aussi relayer l'ensemble des questions de nature pédagogique que vous pourrez avoir sur le contenu théorique qui est apporté. S'il y a un besoin d'éclaircissement, ils seront là aussi pour faire ce relais auprès de l'équipe d'experts qui pourront du coup répondre à vos questions. Pour rappel, cette formation, elle est entièrement en ligne, c'est-à-dire que pas de temps synchrone sont prévus. Et sachez aussi que cette formation, en plus de vous permettre d'acquérir cette micro-certification, c'est une micro-certification qui aura aussi une reconnaissance auprès d'un consortium de 19 autres universités. Alors, on a eu une question qui concerne la temporalité de cette formation. Il semble qu'elle puisse poser problème pour un certain nombre de personnes pour pouvoir la suivre là sur le créneau qui a été proposé. Ainsi, sa question était donc de savoir si elle serait rejouée l'année prochaine ou non. Oui, c'est une éventualité, effectivement. Là, on l'ouvre. Nous, avec Michael, de toute façon, l'idée, c'est de pouvoir actualiser les contenus et de pouvoir la proposer dès que possible, et surtout s'il y a des demandes et s'il y a des besoins. Donc, effectivement, si certaines personnes, là, ne pourront pas la suivre cette année pour X ou Y raison, on a dans l'objectif, et tu me corriges, hein, Michael, si je me trompe, mais de pouvoir reproposer justement Oui, ces oui. formations chaque année, en sachant que cette formation-là, intégrer du distanciel dans une formation, nécessite quand même d'avoir certaines
connaissances et notions en scénarisation et en tout cas de disposer voilà, d'une formation existante. Et c'est vrai qu'on avait déjà proposé sur Unicamp un premier module de formation sur la scénarisation d'un enseignement. Donc, même si ces formations peuvent être tout à fait suivies de manière indépendante, elles ont été conçues avec quand même un cheminement assez logique, avec le premier module qui a déjà été joué et que l'on espère reproposer également l'an prochain. Sur première brique, vraiment, on scénarise son enseignement une fois ou sa formation, une fois que c'est fait, pourquoi pas y intégrer du distanciel justement pour passer sur un format hybride. Et on a encore un autre module que l'on espère ouvrir à l'automne pour une autre thématique et justement la prise en main de plateformes en ligne pour digitaliser un petit peu tout ça. Donc oui, nous espérons pouvoir l'ouvrir, la reproposer l'an prochain. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y avait une question dans le chat sur les outils et comme tu parles justement de plateforme, ce qui est l'objet du 3e module, là pour ce module-ci, il n'y a pas vraiment de plateforme sur lesquelles s'effectue la pratique. On vous donnera des documents, donc ce sera des documents par exemple des grilles sous forme Excel ou des documents PDF, mais donc il n'y a pas d'outils spécifiques qui doivent être utilisés pour ce module-ci. Ce sera dans le module d'après, si vous le suivez ensuite. Merci beaucoup, Michael. Sachez, parce que je vois beaucoup de questions qui reviennent sur les questions de financement. Alors, en effet, cette formation ne peut pas faire l'objet de financement CPF encore. C'est bien un souhait que nous le souhaitons. Mais pour cette formation et pour l'ensemble des autres formations de la marque Unicamp, ces formations sont finançables par votre employeur, bien évidemment, et aussi par votre OPCO. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre employeur qui lui-même pourra faire un rapprochement auprès de votre OPCO ou faire votre propre rapprochement auprès de votre OPCO pour financer cette formation. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, interrogations, à les poser dans le chat. Pour des raisons de praticité, on ne pourra pas permettre à chacun d'entre vous de lever la main pour pouvoir la poser à l'oral, mais n'hésitez pas à la poser du coup en chat. On en fera le relais, on a bien sans problème. Je vois que dans les questions, il y avait aussi une question sur la plateforme. Alors, pas la plateforme qui sera utilisée pour le cas pratique, mais la plateforme qui sera utilisée pour la formation, qui est la plateforme d'Unicamp, donc qui est basée sur Moodle, si je C'est ne ça, m'abuse. exactement. Exactement. Donc, évidemment, la formation sera suivie sur plateforme, qui est celle du Moodle. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas habitués, qui ne connaissent pas forcément la plateforme Moodle, toute une documentation, une explication et des tutoriels seront présents lors de votre arrivée sur la plateforme. Donc, vous inquiétez pas, évidemment, vous ne serez pas lâché sur une plateforme complètement inconnue. Alors, je vois une question de Mohamed sur la date limite d'inscription. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 mars. Donc, vous avez encore le temps, encore un bon mois et demi pour pouvoir vous y inscrire. Alors, une autre question de Caroline. Le temps de travail personnel nécessaire en plus et en dehors de la formation est globalement estimé à combien? Alors, Michael, si tu veux répondre, oui, enfin, alors ouais. le temps prévu pour la formation, il est de 20 heures. ça. C'est donc normalement le temps tout compris. Mhm. Évidemment, il n'y a rien qui vous empêche parce qu'on va vous fournir pas mal de liens ou, pour aller voir, pour aller récupérer des informations, pour aller un peu plus loin. Mais si vous n'allez pas lire d'autres documents ou d'autres sources, normalement, c'est taillé pour 20 heures. Donc c'est 20 heures tout compris, le temps de travail guidé plus le temps personnel, enfin, qui est prévu. Et on l'a Si tu veux estimé, et compléter. c'est pareil, voilà, il est question d'estimation, encore une fois, et c'est ce dont on va également nous parler aussi dans cette formation. Nous avons estimé avec Michael qu'il vous faudrait 20 heures, effectivement, tout compris, pour prendre connaissance des contenus que l'on va vous proposer, pour répondre aux quiz et pour faire les cas pratiques que l'on vous propose. Donc c'est une estimation, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, tout le monde est différent.
Ça dépend aussi peut-être voilà, de vos connaissances, soit en scénarisation, Préalable. soit si vous avez voilà, déjà une formation. Donc, tout le monde est différent, tout le monde a des backgrounds différents. Donc, globalement, on a fait cette estimation que l'on fait à chaque fois pour nos formations de 20 heures. Donc, normalement, il vous faudra 20 heures et pas plus. Mais bon, après, comme toujours, c'est une estimation. Tout le monde est différent. Donc, peut-être pour certains, ce sera beaucoup plus rapide. Pour d'autres, ce sera peut-être un petit peu plus long. Et comme le dit Michael, effectivement, on vous outille de ressources aussi additionnelles. Si certains veulent aller creuser un peu plus loin, bon, ben voilà, mais ça va sortir du cadre des 20 heures. Euh, donc, normalement, c'est 20 heures tout compris, avec les évaluations et avec le travail demandé. Super, merci beaucoup, Michael, Morgane. Une autre question de nature pédagogique, là encore. Y a-t-il des prérequis? Faut-il déjà être un professionnel de la formation, occasionnelle ou professionnelle, pour pouvoir la suivre? Alors, je peux commencer, Michael, si tu Mhm. compléteras si besoin. Il est pas, le prérequis ne se pose pas sur cet aspect-là. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de la formation occasionnelle ou faire ça quotidiennement, en faire son métier. L'idée, quand même, nous, quand on a conçu cette formation avec Michael, on est parti du principe que les personnes qui allaient suivre cette formation, les apprenants, allaient quand même avoir déjà certaines notions en scénarisation de formation, savoir ce que sont des objectifs pédagogiques, hein, parce que l'idée, c'est de partir d'une formation existante que vous avez pu créer. Alors, soit vous l'avez créée vous, elle n'a jamais encore été jouée, vous ne l'avez pas dispensée, donc vous n'êtes peut-être pas encore officiellement formateur, mais vous vous êtes déjà un petit peu confronté à ce travail d'écriture, de formation, à définir des objectifs. Donc, l'idée, c'est d'avoir déjà un petit peu certaines notions, parce que nous, on part du postulat que vous avez une formation, ou alors que vous allez de toute façon la construire, et qu'on va y intégrer du distanciel. Donc, pour que tout ça soit cohérent, il faut quand même avoir un socle voilà, cohérent pédagogiquement de sa formation. Donc techniquement, il n'est pas question d'être formateur. Vous n'avez pas à être enseignant, à être formateur. Peut-être juste vous vous intéressez à la formation, vous avez monté une formation, vous souhaitez en monter une. Donc l'idée, les prérequis se positionnent véritablement sur voilà, certaines connaissances sur du montage de formation. Michael, est-ce que tu veux peut-être compléter ou Non, non, c'est tout à fait ça. On on est avait dit d'accord? Bon, donc ça va. qu'il n'y avait pas vraiment de prérequis. Après, c'est toujours intéressant quand on a un peu plus de background, par exemple, sur la rédaction d'objectifs, ce que disait Morgane, ce qui est proposé par exemple dans le module 1, vous aidera forcément à développer, disons, des compétences un peu plus loin dans le module 2. Mais en l'occurrence, ça avait été prévu euh, pour des personnes qui veulent monter des formations et qui n'ont pas forcément une expérience dans le domaine. Alors, merci beaucoup, Michael, Morgane. Une autre question venant de Sophie. Votre programme est surtout orienté didactique et outils. Quelle part accordez-vous à l'ingénierie de formation? Alors, je peux commencer sur cette question-là. Disons que oui, c'est vraiment orienté. Alors, didactique et outils, oui, donc on est plutôt sur de l'ingénierie microcurriculaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un module de formation au niveau de la définition des objectifs, la création des ressources, tout ça. On n'est pas sur de l'ingénierie de formation, on va dire un peu plus macro, même si on en parle un tout petit peu, par exemple, dans les objectifs, dans la partie, pardon, euh, sur l'hybridation, sur les questions qui se posent à travers l'hybridation d'une formation. Donc ça peut s'adapter à soit l'hybridation d'une formation ou l'hybridation d'un cours, mais on reste quand même globalement plutôt dans l'hybridation ici et dans le passage à distance de cours et pas de formation complète. Mais on évoque quand même ces aspects-là. Oui, c'est ça. Et quand on parle de formation, on est sur des petites volumétries, en fait. Ça dépend aussi de l'échelle de la formation. On est sur des cours, mais ça peut être, quand on dit une formation, c'est une petite formation là de 20 heures qu'on propose même à travers ce module. Donc, non, c'est tout à fait ça. Merci, Mickaël. Merci à vous deux. Une autre question provenant de Audrey. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous aider à faire une formation 100% en distanciel grâce à cette formation? Alors, comme on l'a évoqué précédemment, nous, le parti pris qu'on a eu sur cette formation, ça va être essentiellement de vous parler d'hybridation.
Et vous le verrez pourquoi on a choisi ce parti pris-là, parce qu'on pense que l'hybridation a de grandes vertus, on va dire, pédagogiquement, en termes d'atteinte d'objectifs. Le total distanciel est également super, mais c'est vrai qu'on ne va pas l'aborder précisément dans le full distanciel. On ne va pas l'aborder totalement dans cette formation. Il sera plus question vraiment d'une alternance. En tout cas, on va vous faire travailler sur j'ai une formation en présentiel, j'y intègre du distanciel tout en conservant des moments en présentiel. Il n'est pas impossible que dans le catalogue de formation d'Unicamp, je ne le connais pas par cœur, peut-être Sony, tu pourras nous le dire, il y ait déjà des modules qui proposent la création de formations en total distanciel. Et si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose que l'on pourrait faire avec Michael, bien sûr, lors d'un prochain module. Mais en tout cas, sur cette formation-là, il est vraiment question d'intégrer du distanciel dans une formation présentielle, ce qui sous-entend conserver quand même ces deux modalités-là. Donc, si vous n'êtes exclusivement intéressé que par le total distanciel, vous aurez des informations, mais peut-être pas qui combleront totalement vos attentes. Oui, tout à fait, oui. On parle aussi un peu des MOOC dans l'histoire et dans les enjeux de l'hybridation, donc des formations 100% distancielles. Donc évidemment, c'est pas basé là-dessus, mais ça vous donne quand même un regard et ça vous pose aussi quelques bases sur les limites qu'il y a à faire du 100% distanciel, même si ça peut être, on va dire, justifiable d'un certain point de vue. Et justement, on vous propose certains des points de vue qui pourraient permettre de justifier du 100% distanciel par rapport à de l'hybride. Mais en fait, après, évidemment, le travail, il se fait plutôt sur de l'hybride, donc la conservation, comme le disait Morgane, de présentiel dans la formation. Mais on aborde l'aspect quand même de manière obligatoire, on va dire, puisque bon, l'histoire des MOOC et puis de la formation 100% distancielle, c'est un peu quand même les mêmes méthodologies ou les mêmes problématiques qui se posent. Merci beaucoup, Michael, Morgane. Et effectivement, c'est une formation qui est à explorer et à creuser. Aujourd'hui, elle n'est pas encore envisagée comme une formation à produire, mais c'est une piste sur laquelle vous pourrez creuser sans nul doute. Alors, on a encore une question de Caroline qui se posait la question de savoir si cette formation pouvait être intéressante pour une collègue qui travaille actuellement dans un organisme de formation en tant qu'assistante formation et qui veut monter en compétences. Donc, est-ce que ça serait le genre de profil à qui vous conseillerez vous pourriez conseiller ce genre de formation? Moi, je pense que oui. Alors, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, il y avait la question sur des prérequis, sur du statut, où on disait peu importe que vous soyez formateur avec déjà une formation ou en devenir, enfin formateur occasionnel ou pas, à partir du moment où professionnellement vous gravitez, mais bon, Mickaël, tu pourras aussi donner ton avis, mais à partir du moment où vous gravitez dans un environnement où il est question de formation, de créer de la formation, on a tout cet aspect de digitalisation et de distanciel qui est quand même très, très ancré depuis plusieurs années maintenant dans ces pratiques de formation, dans ces pratiques pédagogiques. Oui, pour moi, ça peut toujours être intéressant si la personne est assistante pédagogique, si je retiens bien voilà, la question qui a été posée. Oui, ça peut toujours être, selon moi, très intéressant d'avoir ces notions-là et de pouvoir échanger avec les formateurs qui vont créer du contenu. Ça permet d'asseoir aussi certaines connaissances et une certaine expérience, même si la personne ne donne pas elle-même la formation, elle a quand même connaissance de tout ça et elle s'y est exercée par les cas pratiques que l'on va proposer. La personne va devoir voilà, se mettre dans la peau d'un formateur et essayer de réfléchir, là, pour l'exemple, à comment est-ce que je passe à distance certains éléments. Je trouve que c'est très formateur et que ça permet peut-être de mieux comprendre aussi et d'accompagner aussi peut-être les collègues qui vont proposer des formations. Je ne sais pas si ça répond trop à la question ou si Michael, tu veux compléter, mais pour moi, ça semble cohérent en tout cas, même si ce n'est pas un profil immédiatement ciblé par le module. Oui, oui, ça, j'aurais dit la même chose. C'est une personne apparemment qui est assistante formation, donc oui, tout dépend aussi de son objectif à elle. Si elle veut, Oui. comme le disait Morgane, pouvoir dialoguer d'une manière un peu plus fluide avec des ingénieurs de formation, des ingénieurs pédagogiques, ou si c'est pour elle-même
pour monter en compétences, pour ensuite devenir ingénieur pédagogique ou ingénieur de formation et ensuite faire du développement. Bon, après ça, on ne sait pas, mais en tout cas, oui, on peut l'encourager évidemment à suivre cette formation pour atteindre ces deux objectifs-là. Super, merci beaucoup Michael, merci Morgane. Je crois que vous avez tapé dans le mille sur la réponse à donner. Elle semble avoir eu les informations dont elle avait besoin. Je constate pas d'autres questions. Je pense que nous avons réalisé nous avons fait le tour. Sachez que l'enregistrement de ce webinaire vous sera transmis avec les supports des experts ici présents. Donc du coup, tout ça vous sera envoyé par mail automatiquement. Donc ne vous en faites pas pour celles et ceux qui seraient venus en cours de route ou arrivés à la fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à solliciter les experts, notamment à travers le mail qui vous est accessible sur la page de présentation de la formation. Ma collègue va aussi vous transmettre dans le chat l'ensemble de ces contacts-là pour que vous puissiez poser vos questions, qu'elles soient d'ordre administratif, financière, pédagogique, administrative. On pourra totalement répondre à l'ensemble de ces questions. Ne voyant pas d'autres questions, on va pouvoir mettre un terme à ce webinaire. En espérant avoir pu répondre à l'entièreté de vos questionnements, et j'espère qu'on vous retrouvera toutes et tous pour le début de cette formation, à savoir début, si je ne dis pas de bêtises, début avril. Oui. Bonne journée à toutes et à tous, et bon appétit aussi pour la plupart d'entre vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous.